qui est maintenant les terres rares et leurs métaux précieux, très convoités par Donald Trump. Elles sont devenues l'un des enjeux de la paix en Ukraine. Je reçois aujourd'hui l'un des meilleurs connaisseurs de cette bataille mondiale pour des métaux dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Et pourtant, l'essentiel, c'est que l'industrie de demain et d'aujourd'hui en a besoin. Guillaume Pitron, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et chercheur associé à l'Institut de recherche des relations internationales et stratégiques. Vous avez publié en 2018 La guerre des métaux rares, réédité en poche, traduit dans une quinzaine de langues, prix du livre d'économie. Et votre sujet d'étude et d'enquête est brusquement revenu sur le devant de la scène avec l'ambition de Trump de prospecter les terres rares d'Ukraine, une fois négociée la paix avec la Russie. Alors quand on parle des terres rares, on parle des métaux rares. De quoi parle-t-on et pourquoi c'est stratégique ? Alors d'abord, l'Ukraine est riche de ressources extrêmement variées. L'Ukraine est riche de son fer, de son graphite, mais est riche également de lithium, de manganèse et de terres rares, qui sont une famille de métaux très spécifiques, il y en a 15, et qui sont notamment nécessaires pour les voitures électriques, mais également les éoliennes de forte puissance et les téléphones portables ou les industries de défense. Donc tout cela, ce sont des métaux qui, en règle générale, sont quelquefois rares, au sens où ils sont très dilués dans l'écorce terrestre, et qui ne sont pas forcément rares. Par exemple, parler de fer, c'est pas un métal spécialement rare, le lithium non plus. Pour autant, tous ces métaux, comme je le disais, sont absolument indispensables pour nos technologies modernes. Donc en fait, on ne peut pas s'en passer, et il n'y a pas de transition énergétique, il n'y a pas de transition numérique, et par ailleurs, il n'y a pas d'industrie de défense sans ces minerais qu'il faut bien donc aller chercher quelque part. Alors Trump s'y intéresse, est-ce que ça vous surprend ? Est-ce que c'est nouveau de sa part ? Alors, c'est pas nouveau de la part de Trump. Déjà, Trump numéro 1 avait politisé la question de la dépendance américaine aux approvisionnements extérieurs de ces métaux, et notamment des terres rares, puisqu'il faut savoir que les Américains, en fait, ont besoin des Chinois pour leurs approvisionnements. Et donc déjà, pendant son premier mandat, il avait porté sur le devant de son action politique ce sujet de la diversification de ses approvisionnements, qui est d'ailleurs passé ces dernières années aux États-Unis par la réouverture d'une mine de terres rares aux États-Unis. Les Américains produisent des terres rares. Simplement, ils les raffinent pas, ils les envoient se faire raffiner en Chine. Donc, il y a une vraie dépendance à Pékin sur ces sujets. Donc, je suis pas vraiment surpris d'entendre Trump parler de cela. Ce qui me surprend évidemment, c'est le contexte, c'est-à-dire c'est l'opportunité de cette situation ukrainienne qui en fait fait que Trump agit avec ces questions de minerais spécialement dans ce pays-là. Mais c'était pas étonnant avec la vision America First du président américain qu'il se saisisse davantage de ces sujets et qu'il travaille à la souveraineté de son pays. J.D. Vance a lié la sécurité de l'Ukraine à cette exploitation des terres rares. Pourquoi est-il sur la même longueur d'onde que le président Zelensky ? En fait, J.D. Vance l'a dit, et pas que lui d'ailleurs, les autorités américaines qui parlent de ce sujet le disent. En fait, ils disent, à partir du moment où les Américains vont avoir des intérêts dans le secteur minier ukrainien, ce vont être des intérêts de long terme. Ouvrir une mine, l'Agence internationale de l'énergie nous le dit et nous le répète, ça prend en moyenne sur Terre 16 ans et demi. Ouvrir une mine, puis après vous allez l'exploiter. Donc ça veut dire que les Américains sont là pour 30 ans. Et non seulement pour exploiter une mine, mais également construire des routes, des autoroutes, des voies de chemin de fer, des infrastructures portuaires, des choses dont il est question d'ailleurs dans l'accord entre Washington et Kiev. Qui aurait dû être signé il y a 10 jours et puis finalement c'est reporté. Mais dont j'ai eu copie, et qui est d'ailleurs publié dans le Kiev Independent, et qui répète tout cela. Donc en fait, les Américains sont là sur le long terme. Donc quand J.D. Vance dit, à partir du moment où les Américains ont des intérêts économiques à défendre en Ukraine, de facto, la sécurité des Ukrainiens va de pair avec la sécurité des intérêts économiques américains, et notamment d'infrastructures dans lesquelles les Américains auront dû investir. Donc en ce sens, on peut penser qu'il y a une garantie de sécurité qui est permise par la présence américaine de long terme en Ukraine. Guillaume Pitron est l'auteur de La guerre des métaux rares, il est l'invité de la matinale de Radio Classique ce matin. Vous évoquiez cet accord qui aurait dû être signé et qui patiente pour l'instant. Au départ, cet accord, quand il a commencé à fuiter dans la presse, on s'est dit, mon Dieu, main basse sur les richesses ukrainiennes, prédation. C'est pas tout à fait ça. Les deux premières versions de l'accord
d'accord, oui. La première remettait en cause la souveraineté de l'Ukraine et la deuxième version mettait l'Ukraine en faillite. Là, la troisième est un peu plus équilibrée. Moi, je l'ai lu, alors je suis pas un juriste international spécialisé en contrat entre États, mais elle paraît relativement équilibrée. C'est-à-dire que il y a à due proportion entre les deux États des efforts qui doivent être menés pour pouvoir financer les infrastructures et puis ensuite les gains générés par le minerai et par l'exploitation de ces minerais ensuite vont être partagés à due proportion des efforts. Tout cela paraît relativement équilibré. Après, l'accord ne cesse de le répéter, il renvoie à de futures discussions. Et là, c'est là qu'en fait le diable va se nicher dans les détails. Je pense qu'il y a une question, à mon avis, qui va être clé et qui surgit déjà dans les négociations entre États, non pas les Américains et les Ukrainiens, mais par exemple lorsque les pays occidentaux négocient par exemple avec l'Indonésie sur son nickel. L'Indonésie est le premier producteur de nickel, qui est un matériau indispensable à la transition énergétique. Eh bien, la question c'est, est-ce que je vais vous vendre mon minerai ou est-ce que je vais vous vendre mon minerai transformé? Est-ce que je vais vous vendre, in fine, une batterie de voiture électrique avec le minerai à l'intérieur? Et de la sorte, je vous la vendrai beaucoup plus cher et ça me permettra, moi, indonésien ou moi, ghanéen, moi, chilien, avec mon cuivre, moi, ghanéen, avec mon lithium, de faire de ces minerais un facteur de ma croissance à moi. Et en fait, c'est ça que vont négocier les Ukrainiens. Ils sont pas idiots, Zelensky est pas idiot. Ils vont vouloir, en fait, que les Américains, eh bien, apportent leur technologie, apportent leur savoir-faire, le partagent avec les Ukrainiens, que ça crée des emplois en Ukraine, que ça permette d'ériger des centrales de raffinage, des usines de raffinage du minerai en Ukraine et peut-être in fine, qui sait à moyen terme, à long terme, des gigafactories. Donc c'est ça en fait, à mon avis, qui va être l'un des points durs de la négociation. C'est comment est-ce que le minerai va être transformé sur le territoire ukrainien pour que ça serve la croissance ukrainienne. Et les Américains vont pas du tout avoir envie de cela par définition. Et c'est là que je pense qu'il va y avoir des points d'achoppement dans les négociations futures. Oui, parce que vous l'avez dit, ça coûte cher d'extraire ces minerais, de les transformer, c'est plusieurs années. Est-ce que Trump a choisi le bon pays, finalement, pour s'intéresser à ces métaux rares? Il a agi en opportunité. Il y avait une opportunité, il l'a saisie. De la même façon que les autorités congolaises, c'était hier dans la presse, proposent aux Américains de venir sécuriser la région du Kivu en échange de l'accès aux minerais congolais. Ce qui veut dire que l'implantation américaine économique est le corollaire de garanties de sécurité implicites. Ce qui n'est pas inintéressant, parce que ça veut dire que ça lie la question des minerais à des questions de paix. Donc, je parle de guerre des métaux rares, vous avez cité le nom de mon livre, mais c'est peut-être la paix des métaux rares aussi. Enfin, je veux dire, l'actualité va nous dire, et le futur nous dira si ces métaux sont des métaux de guerre ou des métaux de paix. Mais pour revenir à votre point, David Abiker, les Américains regorgent de ces minerais sur leur propre territoire. Comme je vous l'ai dit, ils extraient des terres rares déjà. Simplement, ils n'ont pas les raffineries. Moi, je serais Trump. Est-ce que j'irais investir dans un pays profondément instable qu'est l'Ukraine aujourd'hui, ou est-ce que je commencerais par fabriquer une usine de raffinage de mes terres rares sur le territoire américain pour raffiner mon propre minerai plutôt que de l'envoyer à Pékin? Par ailleurs, le Canada regorge de ces minerais. Le Mexique regorge de lithium. Je commencerai par bien m'entendre avec mes voisins. Apparemment, c'est mal parti. Parce que c'est là qu'en fait, il y a des opportunités de déploiement, de déploiement du secteur minier et de sécurité minérale pour les Américains. Le Pérou regorge de cuivre. Le Brésil regorge de terres rares. Le Chili regorge de cuivre et de lithium, pour ne pas citer la Bolivie. Il y a largement à faire sur le continent américain. Donc, vous voyez que c'était vraiment, il y a vraiment une opportunité qui surgit tout d'un coup dans le radar de Trump et qui fait qu'il se porte sur l'Ukraine. Mais en réalité, on n'a pas besoin forcément d'aller chercher ces minerais en Ukraine. Et d'ailleurs, les Américains n'avaient jamais vraiment regardé l'Ukraine. C'était les Européens qui regardaient l'Ukraine. Alors justement, parlons de l'Europe et de la France. Est-ce que notre vieux continent, est-ce que notre pays ont pris le virage de ces métaux rares? Est-ce qu'ils ont prospecté? Est-ce qu'il y a une filière qui se structure? Parce qu'on va en avoir besoin, on en a déjà besoin. Je dirais que c'est à l'image de ce qui se passe lorsque les Européens prennent ou ne prennent pas la mesure du monde qui change. On est en train de se dorer au dernier rayon de soleil de l'été indien d'un monde post-Seconde Guerre mondiale. Ça vaut pour la situation qui se passe actuellement. Et il faut tout d'un coup un revirement d'alliance américain pour qu'on mette 800 milliards d'euros sur la table pour financer notre défense. C'est pareil pour les métaux. C'est pareil pour les métaux. On n'a pas voulu voir la réalité. On n'a pas voulu voir qu'on dépendait notamment de la Chine, qui est leader dans la production, que ce soit l'extraction ou le raffinage de ces métaux, et que sans ces métaux, il n'y avait pas de technologie de pointe et il n'y avait pas de sécurité, de souveraineté technologique, géopolitique. Et donc, on s'est réveillé, je dirais, depuis 3 ans, avec le rapport Varin, qui a été
porté sur le bureau de l'Élysée et qui a notamment fait conscience à la France, au gouvernement français, de la nécessité d'engager une politique sur les minerais critiques, et avec le Critical Raw Materials Act, qui est un plan de la Commission européenne, non contraignant, mais qui à 2030 fixe des objectifs de sécurité minière. Donc l'Europe prend progressivement le virage, fort tard, et à mon avis n'agit pas aussi vite que les Américains sur la question, et surtout à 20 ans de retard sur les Chinois. Donc on est au-devant de ce monde des métaux, le 21e siècle, et il faut clairement une Europe des métaux, de même qu'il faut une Europe de la défense, parce que tous ces sujets sont liés. Et ce sera un facteur de mondialisation ou de remondialisation, finalement, les accords entre États, les flux de matières premières, transformés ou pas, les exploitations, les contrats d'exploitation, les compagnies qui s'implantent, vont montrer qu'on a besoin de la mondialisation. Mais totalement, et ça va complètement venir contredire le cadre intellectuel, je n'oserais pas dire philosophique, du président Trump sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de plus de mondialisation. D'abord, des contrats bilatéraux signés, des accords bilatéraux signés entre États, l'Allemagne et le Canada, la France et la République démocratique du Congo ou la Mongolie, les États-Unis avec je ne sais plus quel pays, je pense au Brésil par exemple, dans le cadre du Mineral Security Partnership que les Américains ont créé et qui est en fait un club d'acheteurs et de producteurs de métaux qui inclut notamment le Brésil. Tout cela, eh bien, ce sont des accords et donc c'est de la mondialisation. Guillaume Pitron, merci d'avoir éclairé nos auditeurs sur ce sujet sensible. Je rappelle la réédition en poche de votre essai « La guerre des métaux rares » que vous êtes sur le point de rebaptiser « La paix des métaux rares », qui sait, ouvrage préfacé par Hubert Védrine et qui est paru au Lien qui libère. Merci à vous, Guillaume Pitron. Merci, David Abiquière. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et notre esprit libre du lundi, le philosophe Luc Ferry. Il est